Il existe 7 obstacles qui vous empêchent de développer votre activité, que vous soyez coach, thérapeute, consultant ou freelance. Ces 7-là, c'est toujours les mêmes. Si vous arrivez à les enlever, votre activité va prospérer beaucoup plus facilement et ce sera bien plus évident d'avoir des clients. Ce que je vous propose, c'est qu'on les dégomme ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce que sont ces 7 gardiens? Ces 7 gardiens, c'est 7 choses qu'on va voir une après l'autre et qui vous empêchent d'avoir des résultats. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont exactement les mêmes pour vous, pour moi, pour Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg, pour, des personnes qui font absolument rien de leur vie. On a tous ces 7 choses à regarder en nous, à un moment ou à un autre, et qui nous empêchent d'accéder à ce qu'on voudrait. Et c'est ces 7 choses qu'on va voir aujourd'hui ensemble. La première, c'est ce qu'on appelle les blessures. Les blessures, c'est une théorie à laquelle on adhère ou pas. Moi, j'y adhère plutôt, dans pas sa majorité, mais une grosse partie. Ça a été théorisé par une auteure qui s'appelle Lise Bourbeau et qui a écrit un livre qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi. Je ne vais pas vous refaire tout le livre, c'est pas l'intérêt, mais je vais plutôt vous montrer dans quelle mesure c'est intéressant pour nous. Alors globalement, de mémoire, il y a la blessure d'injustice, de rejet, d'abandon, humiliation, et j'ai un trou de mémoire sur la 5e. Est-ce que quelqu'un peut me le dire dans le chat? Je suis sûr que vous l'avez. Injustice, rejet, abandon, humiliation, trahison, voilà. Merci. Ces blessures-là, ce sont des choses que vous allez vivre en général dans l'enfance. Ça se construit généralement entre 0 et 6 ans. À partir de votre relation avec vos parents. Ces choses-là, c'est une analyse que vous allez faire de faits, des faits qui de base sont neutres, et l'enfant entre 0 et 6 ans va les analyser, va en déduire quelque chose. Ce sera biaisé, c'est-à-dire que les émotions sont réelles, mais l'interprétation qui en a été faite a été faite avec le regard d'un enfant, qui va créer des comportements conditionnés qui vont nous poursuivre toute notre vie. Et moins on s'en occupe, plus ça s'accumule. Et c'est comme un petit sac de caca qu'on traîne avec nous, et plus les années passent, et plus il grossit. Et si on fait rien, ça nous pourrit sérieusement la vie. Je vais vous donner un exemple que j'utilise très très souvent et qui nous sert dans notre cas, dans le cas où on veut avoir des clients. C'est par rapport à la blessure d'abandon. Blessure d'abandon, c'est l'impression d'avoir été abandonné par un parent. On ne va pas revenir là-dessus, encore une fois. C'est pas moi le meilleur pour parler du travail de Lise Bourbeau, et vous pourrez le trouver sur Internet, que ce soit en résumé ou trouver son livre très facilement. Quelqu'un qui a la blessure d'abandon, il va enfiler le matin son costume d'être humain en se disant de toute façon, tout le monde va m'abandonner, et il va aller chercher les preuves de la véracité de cette croyance. Il ne va pas du tout essayer de chercher la preuve qu'il a tort, mais cette personne va chercher la preuve qu'elle a raison. Et donc, va inconsciemment produire des comportements qui vont enclencher cet abandon, ce qui va pouvoir différer, que la personne va pouvoir se dire ah ah, je le savais, j'avais raison. Dans le cas ici, par exemple, c'est imaginons que vous êtes en discussion avec un client potentiel. Imaginons que la personne a dit je te recontacte et que vous n'ayez pas donné de date où cette personne doit vous recontacter pour vous dire oui ou non. La personne ne vous répond pas au bout de 1 heure, 5 heures, 10 heures, une journée, 2 jours. L'analyse froide de ça pourrait être j'ai pas donné de date pour avoir une réponse, et puis la personne elle a peut-être autre chose à foutre en fait. Elle a juste une vie en dehors de notre échange marketing. Le problème, c'est que ça va commencer à ruminer dans votre tête. De toute façon, on va me dire non. De toute façon, cette personne essaie de me ghoster. De toute façon, c'est toujours pareil. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer par lui envoyer un MP. Puis la personne ne va pas l'ouvrir. Donc, vous allez vous inventer un scénario en disant peut-être qu'elle ne l'a pas vu. Donc, on va lui envoyer un SMS. Et la personne ne va pas répondre. Et vous allez inventer un scénario. Bon, il faut que j'essaye autre chose. Et là, vous allez commencer à l'appeler. Et là, vous avez votre prospect qui, 24 heures après un échange, va vous dire, il va plutôt observer. J'ai reçu un MP, j'ai reçu un SMS, j'ai reçu un appel. Cette personne, elle est en train de faire une crise de panique
parce que je ne lui ai pas répondu 24 heures, je n'ai pas du tout envie de travailler avec cette personne. Ce qui est normal, ça ne crée absolument aucune confiance, quelque chose comme ça. Donc ce qui va se passer, c'est que ce prospect, en voyant ça, en voyant votre panique, ce prospect va dire non, bien entendu. Et là, ça va venir confirmer votre petite histoire et vous allez pouvoir dire: «Ah ah, je le savais, cette personne, elle a fait exactement comme je pensais», et vous venez confirmer votre biais cognitif et votre sentiment d'abandon. Et c'est exactement pareil, en fait, ce qui va se passer avec la blessure de rejet, d'injustice, d'humiliation et de trahison. Le problème, quand on regarde pas ça, si vous avez un problème de son, n'hésitez pas à me le dire. Normalement, c'est bon, hein, je suis avec les AirPods, normalement ça marche, mais ça peut arriver que ça déconne. Si vous venez pas observer ces blessures-là, elles vont venir parasiter votre marketing, elles vont venir parasiter vos échanges humains, elles vont venir parasiter votre entreprise. Puisqu'il y a quelque chose qu'il faut toujours se rappeler, c'est que les névroses de l'entrepreneur deviennent les névroses de l'entreprise. Et ce que vous ne voulez pas regarder en vous, et ce qui bloque en vous, va venir obligatoirement rejaillir sur votre entreprise et va créer des blocages. Des exemples tout bêtes, hein. La blessure de trahison, c'est des personnes qui vont se retrouver dans des schémas avec des associés qui font des saloperies. Injustice, c'est les autres coachs, les autres marketeurs, les autres thérapeutes font des trucs pas éthiques et complètement injustes. Et moi, je ne veux pas devenir une méchante personne pas éthique, complètement injuste. Et donc, je ne vais pas faire ce qu'il faut pour avoir des clients. Et si j'ai pas de clients, c'est parce que moi, je suis gentil, eux sont méchants, par exemple. Et vous avez tout un tas de schémas qui sont observables et qui vont se reproduire encore et encore et encore jusqu'à ce que vous mettiez le nez dans le caca et que vous observiez ces choses-là pour venir les réinterpréter. L'idée ici, c'est pas de dire l'enfant de 0 à 6 ans avait tort. L'idée, c'est de dire il avait des informations d'un enfant de 0 à 6 ans et moi aujourd'hui je suis un adulte. Donc je vais venir regarder de nouveau les faits qui ont provoqué ça et je vais me dire est-ce que je peux les analyser autrement aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, avec mon regard d'adulte, je pourrais avoir un autre regard sur ce qui s'est passé? C'est comme ça qu'on travaille ces blessures-là. Vous pouvez le faire avec des coachs, avec des thérapeutes, avec des psychanalystes. Vous pouvez le faire vous-même, même si bon, c'est pas ce que je recommande, puisque c'est difficile d'être son propre miroir. Mais c'est en allant observer quelqu'un ces choses qui ont commencé dans l'enfance et qui se reproduisent à l'âge adulte que vous allez pouvoir progresser et grandir sur ces blessures-là. C'est le premier gardien qui vous empêche d'avoir les résultats que vous voulez, mais c'est aussi, je pense, l'un des plus importants, parce que c'est celui qui est à la cause de toutes les autres. Le deuxième, je l'adore, c'est ce qu'on va appeler les money stories, vos histoires sur l'argent. Encore quelque chose qui démarre souvent dans l'enfance, mais ce qui peut aussi continuer à l'adolescence, voire pourquoi pas à l'âge adulte. On a tous des croyances très très ancrées sur l'argent, qui viennent d'histoires qu'on a entendues encore et encore et encore et encore, en général dans l'enfance. Je vais vous donner quelques exemples. Les riches sont mauvais. C'est des mauvaises personnes. Il faut travailler dur pour réussir. L'argent ne pousse pas sur les arbres. L'argent te brûle les doigts. Sous-entendu, c'est une expression qui dit vous le dépensez dès que vous en avez. On parle aussi de quelqu'un qui a un vrai panier percé. Il y en a beaucoup d'autres comme ça. Ça peut être aussi simple que je ne sais pas gagner de l'argent. Ou alors encore, la finance est démoniaque. Toutes ces choses-là, en fait, sont ni totalement vraies, ni totalement fausses. Mais quand on se les répète, on ancre des schémas dans l'inconscient. Si les riches sont mauvais, je vais obligatoirement devenir une mauvaise personne si j'ai de l'argent. Donc mon inconscient, qui ne veut pas que je sois une mauvaise personne, va tout faire pour m'empêcher d'avoir de l'argent.
Ça peut être aussi toute votre famille qui a dit toute votre vie que les riches sont des mauvaises personnes. Et même si vous ne le croyez pas aujourd'hui, devenir une de ces personnes riches veut dire être rejeté par votre famille. Il faut comprendre quand même que notre inconscient est systématiquement là pour une seule chose, c'est savoir nous protéger. Nous protéger des fois sans qu'on le sache. Et donc, si notre inconscient perçoit un danger dans une croyance, il va nous protéger de cette croyance. Si je suis persuadé au fond de moi qu'il faut travailler dur pour réussir, je n'accepte pas la facilité, je n'accepte pas que ça peut être facile, je nie complètement le yin, et je vais aller en yang, faire très très dur et passer en force en faisant des heures et des heures et des heures et des heures pour mériter mon succès. Et il faut travailler 12 heures par jour, sinon on n'est pas un entrepreneur qui réussit. Ça veut aussi dire que si vous n'avez pas encore les résultats que vous voulez, vous allez passer 16 heures par jour devant l'ordi pour justifier que vous êtes en train de travailler dur pour réussir. Ce qui, je suis désolé, est complètement con. N'en déplaise aux Américains. Travailler plus dur et plus longtemps, ça ne vous rend pas plus heureux et plus riche, ça vous rend juste plus fatigué. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Sous-entendu, c'est pas facile d'en avoir, c'est pas facile d'en trouver. Pourquoi? Pourquoi ce serait pas facile? Qui a dit ça? Il n'y a jamais eu aujourd'hui sur les marchés autant d'argent. Jamais. Dans le monde des startups, on arrive à des trucs complètement aberrants où il y a des startups avec des idées toutes pétées et des fondateurs tout nuls qui arrivent à lever 10 millions. Les investisseurs ont tellement d'argent qu'ils ne savent plus où le foutre. Pendant les 2 dernières années de Covid, tous les Français et les Européens ont mis énormément d'argent de côté. Parce qu'ils avaient peur pour l'avenir et parce qu'ils ne pouvaient plus le dépenser, en fait, ils étaient enfermés à la maison. On n'a jamais eu autant d'argent de côté. Alors, au niveau macro, c'est-à-dire pas forcément vous en particulier ou moi, etc., mais au niveau macro, si on observe la France, l'Europe, le monde, les humains n'ont jamais mis autant d'argent de côté. Donc si vous êtes capable de résoudre un problème pour les bonnes personnes, je vous garantis que actuellement plus que jamais, l'argent pousse sur les arbres et que vous avez juste à vous pencher pour le ramasser. Mais on a une croyance. L'argent me brûle les doigts, je suis un véritable panier percé. Une croyance qui vient souvent de l'enfance, un parent, un proche qui a répété ça, etc. et qui a ancré cette croyance. Qu'est-ce qui se passe si cette croyance elle est ancrée? Dès que vous recevez de l'argent, vous ne le mettez pas de côté, vous ne prévoyez pas, tout de suite vous le cramez. C'est comme s'il ne fallait pas le garder. Quitte, il faut qu'il parte. Parce que si j'en ai, ça me stresse. Je connais beaucoup de personnes comme ça qui sont dans cette situation-là, où dès qu'ils ont de l'argent, ils le brûlent, donc ils n'en ont plus, donc ils sont en situation de manque, donc ils n'arrivent plus à trouver de clients. Quand on est dans une situation de manque, c'est compliqué. Juste parce qu'ils ne sont pas capables de le garder. Parce qu'ils ont peur de l'avoir et de ce que ça engendre, à cause d'autres croyances. Je ne sais pas gagner de l'argent. Cette croyance, elle est terrible, parce qu'elle est ancrée profondément, et vous en êtes persuadé. Alors qu'en fait, il faudrait dire, je n'ai pas encore appris comment gagner de l'argent. C'est juste une compétence. Je ne sais pas encore gagner de l'argent. De même que si je me lève tous les matins en disant je ne sais pas marcher, et que je le répète assez souvent et que j'y crois assez fort, un matin je vais me lever, je vais tomber. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous ne savez pas gagner de l'argent que c'est pas possible et que ça doit être difficile. C'est juste qu'on vous a pas encore appris à le faire. La finance est démoniaque, l'argent c'est mal. Donc faut surtout pas l'investir, faut pas faire confiance aux banques, etc. Quelle finance est démoniaque? C'est un point de vue. Et il est juste ou faux, on s'en fiche. C'est un point de vue. C'est une opinion. C'est pas un fait. Parce que je peux vous donner des exemples, hein. Les grands vilains de chez Goldman Sachs aux États-Unis, hein, là, qui brassent des milliards en pariant sur les gens qui vont crever, et c'est pas tout à fait faux, hein, ça. Il y a des preuves de ça. Ces gens-là, ils vont acheter des yachts qui ont été fabriqués par des entreprises à la main, qui ont donné du travail à des familles, à des gens. Et ces gens-là, ils vont rentrer chez eux, ils vont pouvoir acheter à bouffer avec ce travail. Et donc, si on regarde de façon assez macro et assez large, les grands méchants de Goldman Sachs permettent à des milliers de familles de manger. En faisant des choses dégueulasses, hein, dans mon échelle de valeur à moi en tout cas. Mais les démons de la finance internationale génèrent de l'emploi et permettent à des gens de manger. Ce que je vous dirais, c'est en fait toutes les croyances qu'on a sur l'argent, peu importe d'où elles viennent et depuis combien de temps on les a, si on les regarde avec un autre angle, on peut toutes les réinterpréter.
Ça ne veut pas dire que je vous dis qu'il faut être milliardaire pour être heureux, ça ne veut pas dire que la finance, il n'y a pas des trucs qui déconnent, ça ne veut pas dire que certains jours, l'argent, c'est pas plus difficile que d'autres. Ça veut juste dire que c'est pas un fait établi. Et que tout ça, c'est juste des pensées qui nous suivent. On en a tous. On en a tous. Il y a plein de livres qui sont très bien pour réévaluer vos croyances sur l'argent et je vous les donnerai dans le groupe Facebook si vous voulez. Si ça vous intéresse, je vous les mettrai. Notre troisième gardien, c'est nos peurs. De la réussite, de l'échec, du jugement, de la nouveauté, de la maladie, de la mort, et il y en a quelques autres. Je ne sais pas tout en tête, c'est pas très important ici. Ces peurs-là nous empêchent de faire des choses. Si j'ai peur de l'échec, je n'essaye rien, parce que j'ai trop peur d'échouer. Ce qui est complètement lié avec la peur du jugement. Si je me plante, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais cette peur du jugement, elle est aussi liée à la peur de la réussite. Si j'y arrive, quelle personne je vais devenir? Qu'est-ce que ça a changé dans mon quotidien? Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres de moi? Ma famille. Ma famille qui n'a jamais gagné plus de 2 000 ou 3 000 euros, si je commence à en gagner 10 000, 15 000, 20 000, qu'est-ce qu'ils vont penser? Quelle personne je vais être? Et puis si je progresse trop et qu'eux ne progressent pas, je vais les juger. Sauf que je les aime et j'ai pas envie de les juger. Donc je vais m'empêcher de réussir pour continuer à les aimer. Peur de la nouveauté. Qu'est-ce qui va se passer si ça change? Après, il y a peur de la maladie et de la mort qui sont un peu plus complexes à analyser par rapport au business, mais on pourrait aussi passer des heures dessus. Si on veut comprendre ça et voir comment s'en servir, il faut voir d'où vient la peur. La peur, elle vient de notre cerveau primitif, qui est le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est la plus ancienne partie de notre cerveau. Le problème de ce truc-là, c'est que ça n'a pas évolué depuis l'époque préhistorique. Et à l'époque préhistorique, nouveau égale mortel. Tu goûtes un nouveau fruit, il est empoisonné, tu crèves, tu vas dans une nouvelle caverne, il y a un tigre à dents de sabre, il te bouffe. Et donc à l'époque préhistorique, nouveau égale danger. Et notre inconscient et notre cerveau primitif, il pense encore que nouveau égale danger. Et le but du cerveau humain, c'est pas du tout de vous rendre heureux, c'est de vous faire rester vivant. Donc il va tout faire pour vous faire rester vivant. Et donc il va tout faire pour vous amener de la nouveauté. Et pour ça, il va vous envoyer de la peur, qui est un signal, qui dit attention, risque de mort imminente. Pour que vous puissiez activer des mécanismes de combat, de fuite ou de paralysie. La paralysie, c'est pas le plus efficace, effectivement. Sauf que on est en 2022 et que nouveau égale rien du tout. Il y a plus de tigre à dents de sabre qui va nous bouffer. A priori pas. Il y a des chiens un peu chelous sur le pays, mais c'est pas parce qu'on va dans le mauvais buisson qu'ils vont essayer de nous manger. Et donc en fait, il va falloir réinterpréter. Peur égale excitation. C'est exactement les mêmes molécules, les mêmes hormones, c'est tout à l'intérieur, c'est pareil. Sauf qu'il y a une interprétation. Peur, je vais mourir. Excitation, oh, trop bien. Si vous êtes capable d'analyser, de recabler vos peurs, et de comprendre d'où elles viennent et ce qu'elles viennent vous dire, parce qu'une peur vient nous donner une information, c'est un signal. Hein. C'est un signal par rapport à un besoin qui n'est pas nourri, par rapport à un événement qui a été vécu, par rapport à un changement. C'est juste un signal qui va nous donner une information. À nous de faire pas remonter cette information du cerveau reptilien vers le cerveau limbique, qui est capable de produire les émotions et de comprendre les émotions. Et donc, il y a un peu plus que combat-fuite entre le cerveau limbique, et de faire encore plus remonter vers le néocortex, qui est la partie la plus récente du cerveau, qui elle est capable de produire des raisonnements.
Et c'est comme ça qu'on met en lumière les peurs et qu'on peut les réinterpréter. Puisque quand on parle de recabler son cerveau, de reconnecter l'univers, l'inconscient, prenez l'explication que vous voulez, on s'en fout, hein, c'est le résultat est le même. On parle juste d'une réinterprétation. Aujourd'hui, avec mes nouvelles connaissances, comment je peux réinterpréter des anciens faits pour les analyser d'une façon différente et me libérer d'un poids et produire de nouveaux résultats. Viennent ensuite vos croyances. Vos croyances, qu'est-ce que c'est? Il y a plein de choses. Hein. Il faut vendre au téléphone. C'est une obligation. Vendre cher, c'est mal. Je ne veux pas faire comme tout le monde. On pourrait continuer comme ça des heures. Des croyances viennent d'aujourd'hui d'une explication quelconque, hein, peu importe. Mais c'est surtout que il faut toujours se demander pourquoi. Et on va même aller plus loin que ça. On va se demander pourquoi. On va le faire 7 fois. Si vous êtes capable de faire 7 fois pourquoi une affirmation, vous avez la vraie raison. Imaginons, vendre cher, c'est mal. Pourquoi? Disons que c'est escroquer les gens. Pourquoi? Parce que ce que je fais ne délivre pas de valeur. Encore une fois, c'est une croyance. Hein. Et parce que les gens n'ont pas d'argent. D'où ça vient? Et on continue comme ça autant qu'on veut. Les gens n'ont pas d'argent de toute façon. Ça, il n'y a pas de pourquoi. Hein. C'est une croyance. Et je ne délivre pas de valeur. Ah. On reboucle sur syndrome de l'imposteur. Pourquoi est-ce que je pense que je ne délivre pas de valeur? Parce que mes clients n'ont pas des résultats spectaculaires. Là, en général, ma question d'après, c'est combien tu as de clients? 2. OK. Donc, tu as 2 personnes qui n'ont pas eu des résultats spectaculaires du niveau de Bill Gates, et donc, tu as remonté la chaîne et tu es arrivé à vendre cher, c'est mal. Exactement de la même façon que quand on dit à quelqu'un j'ai tout essayé, en général, on a essayé 2 trucs sur les 1000 possibles. Le prochain qui me dit j'ai tout essayé, ça ne marche pas, je veux la preuve par écrit qu'il a essayé 999 choses différentes. Là, il pourra me dire j'ai tout essayé. Toutes les croyances, on peut les remonter comme ça, avec les 7 pourquoi. Il faut vendre au téléphone. Pourquoi? Parce que tout le monde fait comme ça. Pourquoi? Parce que ça marche mieux. Pourquoi? Parce que la plupart des gens veulent un contact humain. Ah oui? Moi, j'ai vendu quasiment sur tout 2021 seulement en Messenger. Pourquoi? Parce que 90% de mes clients sont des introvertis qui sont très contents de ne pas avoir à décrocher le téléphone. Je ne veux pas faire comme tout le monde. Pourquoi? Parce que je ne suis plus unique dans ce cas-là. Ah bon? Qui a dit ça? Regardez les entreprises qui se pérennisent aujourd'hui sur le marché. Est-ce qu'elles ont réinventé la roue? Ou est-ce qu'elles ont pris un problème qui existait déjà, que d'autres entreprises essaient déjà de résoudre, et qu'elles l'ont mieux fait, ou pour un marché plus précis, ou d'une façon différente? La réussite professionnelle vient de reproduire ce qui marche en le faisant mieux que les autres, ou différemment à votre sauce. Et donc, il faut bien différencier cible, problème et toutes ces choses-là. Et là, je vous encourage très fortement à faire de la copie. On prend ce qui marche déjà, on n'essaie pas d'inventer un truc. Mais la façon dont vous allez faire ça, vous allez y amener par exemple votre personnalité.
mais aussi vos méthodes, vos connaissances, votre expérience. Et c'est ça qui va vous rendre unique. Et c'est pas du tout parce que le voisin vend tel truc que vous n'avez pas le droit de le vendre, en fait. S'il y a 25 personnes qui vendent la même chose, ça veut dire qu'il y a un marché. C'est plutôt une bonne chose. C'est ce qu'on veut. On veut un marché existant. Moi, mes clients, je leur interdis d'ouvrir un nouveau marché qui n'existe pas déjà. Parce que quand on est entrepreneur pour la première fois, c'est une très mauvaise idée. Extrêmement casse-gueule. Le cinquième gardien, c'est justement vos compétences. Et parlons-en de ce syndrome de l'imposteur. Il y a beaucoup de choses dans le syndrome de l'imposteur. Il y a effectivement vos croyances, l'impression que vous êtes nul et que tous les autres sont meilleurs que vous. Et il y a un conseil que je donne des fois et qui ne me plaît pas. Il ne plaît pas du tout, ce conseil-là. On dit, ouais, j'ai un syndrome de l'imposteur, etc. Sois meilleur. Sois juste meilleur. En général, les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur, il y a la moitié qui est liée à leurs croyances, leur histoire, leur blocage, leur pattern intérieur, et l'autre moitié qui sont juste pas encore assez bons, en fait. Et c'est OK, hein, c'est pas grave, on démarre tous quelque part, on peut tous s'améliorer, on n'est pas tous obligés d'être parfaits. Apprends, applique, progresse. En tant que coach, en tant que thérapeute, en tant qu'entrepreneur, vous devriez faire ça constamment. Je vous donne un exemple, hein. Bon, moi je suis peut-être un peu extrême dans mon truc, hein. Moi j'applique tous les jours, sans exception, toutes les compétences où je veux être bon. Je lis en moyenne un livre par semaine. J'écoute un livre audio et je lis des articles, je regarde des vidéos sur les sujets qui m'intéressent tous les jours. Et je mesure, je trouve une façon de mesurer plutôt, pour savoir si je progresse dans ce qui est important pour moi, dans la compétence qui est importante pour moi. À une époque, pour moi, ça a été le copywriting, donc l'écriture de vente. Ça a été le marketing. Et à un moment aussi, ça a été le coaching. Est-ce que je suis capable de mieux transmettre qu'avant? Moi, pour rappel, je ne suis pas coach. Je suis un marketeur qui transmet ce qu'il sait. Mais est-ce que mes talents de transmission, de coaching, d'accompagnement sont meilleurs? Et je mesure. Et je me demande à chaque fois, pour ces trois choses-là, par exemple dans mon cas, qu'est-ce que je dois apprendre? Comment je pratique? Et qu'est-ce que je mesure pour progresser, pour mesurer ma progression? Si vous devenez meilleur dans vos compétences clés, vous aurez plus de résultats. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas encore assez bon aujourd'hui pour déjà faire des choses. Ça veut juste dire qu'on n'a jamais fini d'apprendre. On peut toujours faire mieux, toujours progresser. Si à un moment vous arrêtez d'apprendre, d'appliquer, de progresser, c'est que vous en avez marre de ce métier. Si vous êtes passionné par le métier que vous faites, qui vous plaît vraiment, qui vous nourrit intérieurement, vous aurez toujours envie d'être meilleur dedans. Et vous vous contenterez jamais de ce que vous avez. Et ça veut dire que, indéniablement, sur une échelle de temps assez grande, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous serez parmi les meilleurs. Et si vous êtes parmi les meilleurs dans votre compétence clé, vous aurez des résultats financiers. Je connais beaucoup de gens qui sont bons et qui n'ont pas de résultats. Je connais pas de gens qui sont extraordinaires dans leurs compétences et qui n'ont pas de résultats. Ça n'existe pas. À un moment ou à un autre, quelqu'un d'extraordinaire dans une compétence, il se fait remarquer. Si aujourd'hui vous n'avez pas les résultats que vous voulez, c'est soit que vous ne savez pas vous faire remarquer, soit que vous êtes juste bon, mais pas encore parmi les meilleurs. Et c'est OK. Vous êtes là pour progresser. Ça, c'est un sujet compliqué, numéro 6. La vision et la mission. Alors, moi, j'ai un point de vue un peu particulier là-dessus. Vous êtes libre d'y adhérer ou pas.
Moi, je considère que cette histoire de mission de vie d'humain, là, c'est des conneries. Et que vous n'avez pas de mission divine sur Terre de sauver les bébés phoques, parce que bizarrement, 100% des êtres humains que je rencontre, leur mission, c'est de sauver l'humanité, de faire des trucs ouf. Donc, c'est-à-dire qu'on est 7 milliards sur Terre et 7 milliards ont une mission trop cool. Il n'y a personne dont la mission, c'est de ramasser le caca d'à côté. C'est toujours une mission de ouf. C'est comme toutes les personnes qui se réincarnent et qui ont des souvenirs de leur ancienne vie. C'était tous des rois et des reines. Il n'y a personne qui s'est réincarné d'un paysan. Jamais. J'attends que quelqu'un me dise un jour, moi je me suis réincarné, je me souviens de mon ancienne vie, j'étais un cafard. Et bizarrement, dans la réincarnation, on est tous des anciens rois et reines, et des anciens seigneurs, et des trucs. Voilà. Donc la mission de vie, tout le monde a une mission extraordinaire. Moi, je pense que la mission de l'humain, c'est d'expérimenter son humanité. Et donc, en fait, que ta mission, c'est de vivre. C'est déjà un sacré bordel. C'est déjà pas mal du tout, je trouve. Par contre, attention, il y a ce qu'on appelle la mission de votre entreprise. Et ça, oui, ça, d'accord. Votre entreprise a une mission. Elle a une raison d'exister. Même si vous êtes tout seul dans votre entreprise, ce n'est pas le sujet. Qui vous aidez? À faire quoi? Pourquoi? Quand est-ce que vous avez réussi? Quand est-ce que vous arrêtez? Là, d'accord. Là, il y a moins de stress. Ma mission d'humain, je peux me détendre, c'est juste de vivre. Maintenant, je vais me donner une mission avec cette entreprise. Je vais faire des choses. La vision, pour moi, c'est un peu pareil. Pendant longtemps, je la faisais travailler avec mes clients et je me suis rendu compte qu'ils me mettaient juste une vision stratosphérique parce qu'il fallait en mettre une et que ça les paralysait juste et que ça les inspirait pas. Je me pose, moi, aujourd'hui, plus de questions sur ça. Je sais à peu près où je veux aller et je verrai en chemin si c'est amusant et agréable. Et je changerai d'avis si c'est pas le cas. C'est-à-dire que je me donne des buts, des objectifs. Mais alors, où est-ce que je vais être à 30 ans? Franchement, j'en sais rien. Et j'ai pas envie de savoir. J'ai une vingtaine d'idées possibles. Voilà. Cette histoire de grande vision, c'est pareil, je vois pas l'intérêt en fait. C'est vous mettre beaucoup de pression pour rien. Déjà, quand on regarde sa vision à 5 ans, la probabilité qu'elle arrive comme on pense est assez faible. À 3 ans, à peu près, mais franchement, non. À 1 an, là, ok. Parce qu'en fait, la vision à 1 an, ça ne s'appelle pas une grande vision et un souhait divin, ça s'appelle un plan. Si je veux être là à 1 an, qu'est-ce que je dois attendre? On appelle ça des works. Qu'est-ce qui va m'en empêcher? Donc, qu'est-ce que je dois faire et qui je dois être? Et ensuite, on va transformer ça en 4 trimestres. Et chaque trimestre, ça va être un plan de 90 jours. Voilà. C'est comme ça qu'on matérialise une vision à 1 an. Ceux qui ont pris le jour 4, c'est ça qu'on verra ensemble, plus en détail. Et là, on ne s'emmerde pas avec toutes ces histoires de grandes visions et de missions divines. Levez-vous le matin et demandez-vous à quel jeu vous voulez jouer. C'est bien plus intéressant. Et si vous avez profité de jouer au jeu auquel vous voulez jouer un peu tous les jours, bah, vous allez vous réveiller 30 ans après et vous allez vous dire « Ah, c'était cool quand même ». Au lieu de se mettre la pression à essayer d'atteindre une grande vision à cause de notre mission divine. Est-ce que vous pensez que les mecs de chez Goldman Sachs, ils se disent « Ma mission, c'est de pourrir l'humanité ». Non. Alors eux, leur mission, ils veulent s'amuser, ils veulent la coque et des putes. Voilà. Donc pour ça, il leur faut plein d'argent, et ils n'en ont rien à foutre de pourquoi. Et enfin, il y a notre dernier gardien, votre mindset. Alors mindset aujourd'hui, ça veut tout dire et rien dire, puisqu'il y a beaucoup de gens qui s'en servent en disant si t'as pas des résultats que tu veux, c'est ton mindset. On se calme. C'est pas aussi simple. Votre mindset, c'est donc votre état d'esprit.
il regroupe bien évidemment les 6 points précédents, mais pas que. Quel est votre état d'esprit, imaginons, face à l'adversité? Et donc, demandez-vous quel est votre mindset qui comprend les 6 points précédents face à l'adversité. Et on pourrait continuer comme ça longtemps. Moi, je dis souvent à mes clients, le marketing, c'est être un chercheur d'or. Et c'est pas parce que j'ai mis un coup de pioche sur 1 cm² que j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Vous pouvez changer d'outil, vous pouvez changer de technique, vous pouvez changer d'endroit. Vous pouvez arrêter de chercher de l'or et chercher de l'argent, ou des cailloux, j'en sais rien. Mais vous avez cette mentalité de je suis un explorateur qui cherche des trucs. Et je vais trouver un moyen. Et donc pour ça, vous allez jouer. Et vous allez tester des outils, des méthodes, des endroits différents. Et vous allez chercher en fait des choses différentes. Et c'est ce chemin-là, ce chemin d'exploration, qui va vous amener, grâce à votre mindset, à avoir les résultats que vous voulez. C'est là que les coachs interviennent, hein. Les coachs, les mentors, etc. En fait, hein. On est des raccourcis de ça. Moi j'ai passé 10 ans là-dessus. Si vous me ressemblez, que vous voulez ce que j'ai, je vais vous dire voici tout ce qui ne marche pas. Et voici ce qui, selon moi, aujourd'hui, si tu me ressembles, devrait marcher pour toi. Et donc, je vais transformer 10 ans en, je sais pas moi, 3 à 12 mois. On dépend des gens, ça dépend de plein de choses, juste pour valeur illustrative ici. C'est pour ça qu'on prend des coachs, c'est pour ça qu'on prend des mentors, c'est pour ça qu'on prend des formations, c'est pour ça que tout ça. C'est pour gagner du temps sur tout ce travail de recherche de ce qui nous plaît et de ce qui marche. Mais tant que vous êtes dans cet état d'esprit de recherche, c'est facile, puisque c'est un jeu. Le but, c'est de jouer. Et je sais que c'est très facile de dire ça aujourd'hui, quand moi j'ai pas de soucis d'argent et que certains d'entre vous en ont. Mais la finalité reste le jeu. Et plus vous vous amusez, plus vous avez cette mentalité de chercheur d'or, plus vous aurez de résultats financiers. C'est chiant, je sais, puisque en fait, quand on est en insécurité financière, on perd 10 points de QI. Points de QI qui auraient été bien pratiques pour récupérer des sous, hein. C'est l'être qui entraîne le faire, qui entraîne l'avoir. Et donc, si vous voulez avoir beaucoup, il faut commencer par vous demander qui est-ce que je dois être pour ça. Ça demande aussi de se détacher en partie de la notion d'identité. Moi, tout ce que je croyais être Jérémy il y a encore un an, il ne reste pas grand-chose. Parce que l'identité, c'est un truc qui fluctue, c'est quelque chose de stable. Ce que je crois être moi, c'est mes expériences, c'est mes interprétations, c'est mes croyances, c'est mon corps à un instant donné. J'aime beaucoup une phrase d'un vieil indien qui est justement très connu et que vous connaissez peut-être tous ici, qui s'appelle Sadhguru et qui dit dans ses méditations: je ne suis pas cet esprit, je ne suis pas ce corps non plus. Parce que votre esprit, c'est vos pensées évoluent, donc vous n'êtes pas votre esprit. Et votre corps, il évolue aussi, donc vous n'êtes pas votre corps. Pratique. Après, il reste la question: qui suis-je? C'est un autre bordel, on ne va pas commencer ça ici. C'est pas un séminaire de développement spirituel. Et moi-même, je cherche. Je vous appelle quand j'ai trouvé. Mais l'entrepreneur que je suis n'est pas mon identité. Le coach que je suis n'est pas mon identité. Les résultats que j'ai n'est pas mon identité. Ce que je crois aujourd'hui n'est pas mon identité. Et tout ce qu'on a vu pendant ces 7 points aujourd'hui n'est pas mon identité. Je suis, c'est ce qui reste quand on a enlevé tout ça. Alors là, il y en a qui sont amusés à essayer de le peser, ça. Alors bon.
Que vous soyez aujourd'hui à 0 ou des personnes qui sont à 10 millions par an, ce sont toujours ces 7 gardiens en jeu. Toujours. Encore aujourd'hui, moi, mon entreprise fait des sauts stratosphériques parce que j'ai des gens de mon équipe qui me disent Jérémy, t'es persuadé de ça aujourd'hui, donc tu deviens notre goulot d'étranglement. Je me dis, ah, merde. Et moi, j'ai toujours pensé ça. C'est ça qui m'a amené à ça aujourd'hui. Oui. Mais ce qui t'amène de 0 à 1 n'est pas du tout la même chose qui t'amène de 1 à 2. De 2 à 10. De 10 à 100. C'est pour ça aussi que je râlais sur les systèmes full automatiques avec les tunnels, les webinaires, etc. Parce que pour moi, c'est un système qui a sa place ici, peut-être, et là. Et que si vous l'appliquez ici, c'est dangereux. Et ce que moi, je vous enseigne d'appliquer ici, si vous essayez de le mettre là, ça explose. Chaque croyance a sa place à un endroit, et chaque système a sa place à un endroit. L'important, c'est de trouver le bon endroit pour vous. Et le bon endroit aligné avec ce que vous voulez faire. Ce que vous venez de voir, c'est l'extrait d'un atelier qu'on a donné en privé pour un très petit groupe de personnes. Si vous aussi vous voulez assister à ce genre d'atelier en live et pouvoir poser toutes vos questions, regardez simplement dans la description, il y a un lien pour vous inscrire. En plus de ça, vous aurez un cadeau, on se voit de l'autre côté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très vite.